L'annulation du contrat de vente de sous-marins français à l'Australie, annoncé il y a quelques jours, a pris de court les responsables français. Ils étaient satisfaits d'un contrat qui était présenté comme le contrat du siècle, qui ne l'était pas tout à fait. La somme de 50 milliards annoncée, il n'y a que 8 milliards qui allaient revenir à l'industrie française. Beaucoup de contreparties étaient offertes à l'Australie, mais néanmoins, c'était une percée significative sur le marché australien, jusqu'ici où la France était peu présente, et aussi une entrée significative dans l'Indo-Pacifique. Et donc, alors que du côté français, on célébrait ce succès depuis assez longtemps, l'annonce que, 1, le contrat était annulé, 2, qu'il était remplacé par une vente de sous-marins à propulsion nucléaire des États-Unis, a été une douche froide, alors que lors des dernières consultations, tant avec les Américains qu'avec les Australiens, tout semblait être en ordre. Disons-le franchement, la France a été trahie, elle a été trahie par ses amis et ses alliés. L'alliance stratégique avec les États-Unis est très très forte. Nous avons également des liens suivis avec l'Australie. Alors bon, bien sûr, ils ont le droit de changer d'avis, ils ont le droit de signer un contrat, mais ça ne se fait pas comme ça dans l'ombre. En réalité, l'Australie a cédé. Elle a cédé aux demandes américaines. L'Australie a peur de la menace chinoise et les Américains sont venus pour leur dire oui, cette menace chinoise est réelle, mais heureusement, nous sommes là, nous serons très présents dans la zone et nous allons nous opposer à la montée en puissance de la Chine. Est-ce qu'au final, l'Australie est si gagnante que cela? J'en suis pas certain. Je doute très franchement que les États-Unis fassent autant de concessions industrielles, de retombées, que la France était prête à faire pour obtenir ce contrat. Et il risque finalement d'avoir une portion congrue, avec en plus des indemnités à devoir verser en vertu du contrat à la France. Du côté britannique, on voit que Boris Johnson triomphe à court terme, parce qu'il y a effectivement son pari de Global Britain, de dire que le Royaume-Uni n'est pas isolé parce qu'il a quitté l'Union européenne, et qu'au contraire, il peut rebondir et s'allier au niveau mondial avec l'Australie et avec les États-Unis. Lorsque M. Johnson devra négocier en bilatéral un accord commercial avec la Chine, il risque un peu de déchanter. De même que les Australiens qui ont un commerce 3 fois plus important avec la Chine qu'avec les États-Unis. Les Américains sont dans la surenchère, ils veulent défier la Chine, ils ne supportent pas d'être rattrapés par la Chine. C'est cette théorie du piège de Thucydide dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Et donc ils se lancent dans une course aux armements dans la région avec la Chine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gagnants. Alors la France a été trahie, elle a été aussi un petit peu humiliée parce qu'elle apprend en lisant la presse ce qui se passe dans son dos, ce n'est pas très agréable. Et on voit que tout de suite, tant du côté australien que du côté américain, c'est de dire mais ne vous affolez pas, nous sommes pour l'alliance avec la France est un partenaire majeur. Très franchement, c'est un peu ajouter l'insulte à la trahison. Parce que si vraiment la France est un pays important, eh bien il faut la considérer comme telle et la traiter comme un partenaire important et non pas se jouer d'elle comme cela a été fait avec cet accord. La France ne peut pas se contenter de ces paroles apaisantes, comme elle l'avait fait en son temps, lorsqu'il avait été établi que la NSA avait espionné les dirigeants du monde entier, dont les dirigeants français, et que Barack Obama s'était engagé à ce que ça ne se reproduise plus. Eh bien non, ce n'est pas suffisant. Alors la France est en même temps un peu coincée. Que peut-elle faire? Elle a rappelé son ambassadeur, aussi bien à Canberra qu'à Washington. Il ne peut pas revenir dans ces deux capitales sans que la France ait obtenu quelque chose. Sinon, cela voudrait dire qu'après qu'on lui ait craché dessus, la France accepte d'aller à Canossa. Donc il faut obligatoirement obtenir quelque chose de visible, de tangible, de sensible de la part de l'Australie et des États-Unis avant de renvoyer notre ambassadeur. Est-ce que c'est la France seule qui est visée? Alors bien sûr, pour ce contrat-là, c'est la France qui est visée, mais en fait ça concerne l'ensemble des alliés des États-Unis. Ils sont prêts, ils l'ont montré, finalement à trahir leurs alliés, leurs engagements, dès qu'ils peuvent obtenir un avantage commercial conséquent. Et donc la France, dans la communication qu'elle doit faire, doit justement montrer que ce n'est pas un problème français. C'est un problème de la crédibilité de la garantie américaine. Et même si les autres pays européens se disent « bon, ça ne nous regarde pas, c'est pas nous qui avons perdu ce contrat », ou que d'autres alliés des États-Unis considèrent cela, eh bien en fait la vérité, c'est qu'ils pourront être aussi maltraités que la France lors d'un prochain épisode. Et c'est là qu'il faut réfléchir effectivement en termes d'autonomie stratégique européenne. C'est un vieux projet français. Les Européens disent oui, mais c'est la France qui veut ça. Nous, on doit vraiment continuer à avoir une garantie américaine, notamment par rapport à la menace russe, par rapport à la menace chinoise. Mais par ailleurs, il n'y a pas de menace militaire chinoise pour les Européens, du fait de la géographie, tout simplement. La Chine est un rival, un partenaire, elle est les deux alternativement, mais ce n'est pas une menace militaire.
Les pays européens qui étaient agacés, effrayés par Trump, qui n'avaient de cesse que de dire que l'Union européenne était un ennemi, que l'OTAN était devenue obsolète, ont été rassurés par l'arrivée de Biden au pouvoir. Enfin, de nouveau, un président multilatéraliste, un président habitué aux arcanes atlantiques, qui voyageait fréquemment dans les capitales européennes. Mais qu'est-ce que l'on constate? C'est que l'unilatéralisme, ce n'est pas seulement Trump ou les républicains. C'est dans l'ADN des États-Unis. Alors, bien sûr, Biden est plus poli, plus courtois, moins grossier que Trump, mais au final, quand il doit empocher son avantage, eh bien, il n'y a pas de partenaires, il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des pays qui ne comptent pas, et qui sont considérés comme des affidés qui n'ont pas leur mot à dire. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Déjà, Obama était très tourné vers l'Europe, mais lorsqu'il s'agissait de condamner la BNP à 9 milliards de dollars d'amende parce qu'elle avait commercé avec le Soudan, ou comme il s'agissait de démanteler Alstom pour que General Electric en prenne les plus beaux fleurons, eh bien Obama a privilégié les intérêts américains par rapport aux intérêts de l'Alliance, et il a en quelque sorte trahi aussi la confiance de la France et des autres pays européens. Donc c'est une question de modalité. Le curseur de l'unilatéralisme est poussé à son extrême par Trump ou par George Bush, guerre d'Irak, etc. Mais Obama ou Bill Clinton, c'est lorsque Bill Clinton était président que les Américains n'ont pas signé le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, le traité sur les mines antipersonnelles, le protocole de Kyoto et le traité de la Cour pénale internationale. Donc il faut perdre ses illusions. Biden sera plus poli que Trump, mais il ne sera pas le président qui va prendre en compte de façon globale les intérêts des pays européens, et donc c'est à nous de les faire valoir. Et donc aujourd'hui, la France est confrontée à un défi. Soit on passe l'éponge, et on se dit que, bon, finalement, l'alliance est plus importante que jamais, soit non, on se considère que la façon dont on a été traité est justement inacceptable. Et si elle est inacceptable, il ne faut pas l'accepter et se contenter de belles paroles de réconciliation qui sont le fait aujourd'hui de la présidence américaine. Il faut que l'on sorte de notre somnambulisme stratégique qui nous fait croire que nous sommes protégés par les Américains nous protègent, mais s'ils voient des proies à se saisir dans notre environnement, ils le font sans aucune vergogne et sans aucun déplaisir.